Il y a un moment précis dans ta vie où tu as eu le choix. Pas un grand choix dramatique avec de la musique de film et des larmes. Non, un choix silencieux, presque banal. Un matin où tu t'es regardé dans le miroir et tu as pensé « je reste encore un peu ». Et tu es resté. Pas parce que tu aimais vraiment l'endroit où tu étais, mais parce que tu avais peur de ce qui se passerait si tu partais. C'est ça, la sécurité financière. Elle ne ressemble pas à une prison. Elle ressemble à une couverture, un jod, et c'est pour ça qu'elle est si dangereuse. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se passe réellement quand quelqu'un décide d'échanger la sécurité contre la liberté. Pas la version romantique qu'on te vend sur les réseaux sociaux, la vraie version. La version brutale, celle que les gens ne racontent qu'après coup, quand ils ont survécu. Parce que oui, il y a une traversée, et elle fait mal, mais il y a aussi quelque chose de l'autre côté, et c'est pour ça qu'on continue. Laisse-moi te parler d'Antoine. Antoine avait 34 ans, ingénieur dans une grande entreprise de télécommunications, CDI, mutuelle, 13e mois. Chaque premier du mois, son salaire arrivait à la seconde près, 3 847 € net sur son compte. Toujours le même chiffre, toujours la même heure. Il pouvait planifier sa vie autour de ce chiffre, il pouvait dormir avec ce chiffre. De l'extérieur, Antoine avait réussi. De l'intérieur, Antoine s'éteignait lentement. Il avait une idée depuis des années, un projet, un service numérique pour les artisans locaux, gestion de devis, suivi client, facturation automatisée. Il avait fait les maquettes sur ses soirées libres. Il avait parlé à des artisans. Il avait vu leurs yeux s'allumer. Il savait que c'était possible, mais il restait. Chaque fois qu'il pensait à démissionner, son cerveau lui produisait une liste. Le crédit de l'appartement, les études de sa fille, la voiture, le niveau de vie. Et si ça ne marche pas, toujours cette en question, toujours ce même glacial. Et si ça ne marche pas, la sécurité financière a une voix, et cette voix est toujours raisonnable. C'est ce qui la rend si difficile à contredire. Voilà ce que personne ne te dit sur la sécurité. La sécurité n'est pas neutre. Elle a un coût. On parle beaucoup du coût de la liberté, le risque, l'incertitude, les mois sans revenus, les nuits à ne pas dormir. On en parle comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, de presque irresponsable. Mais on ne parle jamais du coût de la sécurité, le coût de rester dans un travail qui ne te ressemble pas, 20 ans, 30 ans, le coût de cette irritabilité chronique que ta famille absorbe chaque soir, le coût de l'idée que tu n'as jamais essayé, qui reste là, quelque part derrière tes côtes, qui grossit chaque année, le coût de te réveiller à 50 ans et de te demander « Qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'avais osé ?» Ce coût-là est invisible. Il ne s'affiche pas sur ton compte bancaire, mais il se paye. Il se paye en énergie vitale, en rêves abandonnés, en une espèce de tristesse sourde qui s'installe que tu apprends à appeler maturité. La sécurité financière n'est pas un point d'arrivée, c'est un anesthésiant. Elle diminue la douleur de ne pas vivre pleinement, et comme tout anesthésiant, elle crée une dépendance. Plus tu restes sous son effet, plus l'idée de te lever, vraiment te lever, devient terrifiante. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décide vraiment d'échanger? Quand Antoine a finalement démissionné, 3 ans après avoir eu l'idée, un mardi ordinaire, après une réunion particulièrement vide de sens, il ne s'est pas passé ce qu'il avait imaginé. Il n'y a pas eu de soulagement immédiat. Pas de lumière soudaine, pas de certitude que c'était la bonne décision. Ce qu'il y a eu, c'est le vide. Le premier mois, il se levait à 7h30 par automatisme et ne savait pas quoi faire de lui-même. Son corps avait intégré des années de routine. Sans la structure du travail imposé, il se sentait, et c'est ce mot précis qu'il a utilisé, suspendu. Son esprit a commencé à produire des scénarios catastrophes avec une précision chirurgicale. Il calculait combien de mois il lui restait avant que les économies soient épuisées. Il lisait des articles sur les statistiques d'échec des start-up. Il se demandait si ses anciens collègues parlaient de lui. C'est la première chose qui se passe quand tu échanges la sécurité contre la liberté. Ton psychisme se défend. Il faut comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont ton cerveau fonctionne. Ton cerveau n'est pas optimisé pour le bonheur. Il est optimisé pour la survie. Et pour ton cerveau,
qui n'a pas évolué depuis l'époque où la menace principale était un prédateur dans la forêt, la certitude est une forme de sécurité. L'imprévisibilité est une menace. Quand tu quittes un emploi stable pour te lancer dans quelque chose d'incertain, ton système nerveux ne perçoit pas ça comme une opportunité de croissance. Il perçoit ça comme danger, menace, inconnu, et il va tout faire pour te ramener à la case départ. C'est pour ça que les premières semaines après une grande décision de liberté sont souvent les plus difficiles psychologiquement, non pas parce que la décision était mauvaise, mais parce que ton cerveau mobilise toutes ses ressources pour te convaincre de faire demi-tour. Les doutes que tu ressens ne sont pas une preuve que tu as eu tort. Ils sont la preuve que quelque chose de réel est en train de se passer. La deuxième chose qui se passe, c'est que tu rencontres ta vraie relation avec l'argent. Quand l'argent arrive régulièrement, chaque mois, automatiquement, tu n'as pas besoin de penser à lui. Il est là, comme l'eau au robinet. Tu ne penses pas à l'eau quand elle est toujours disponible. Tu y penses quand elle s'arrête. La liberté financière, la vraie, commence par une période où l'argent n'est plus automatique. Et dans cette période, tout ce que tu crois en profondeur sur l'argent remonte à la surface. Est-ce que tu crois que tu mérites d'être payé à ta juste valeur? Est-ce que tu sais demander? Est-ce que tu sais fixer un prix sans t'excuser? Est-ce que tu crois que l'abondance est possible pour quelqu'un comme toi, avec ton histoire, ton accent, tes origines, tes doutes? Ces questions ne se posent pas quand tu es salarié, elles sont absorbées par la structure. Quelqu'un d'autre fixe ton prix, quelqu'un d'autre décide de ta valeur. Quand tu es seul, tu dois décider toi-même. Et c'est là que toutes les croyances héritées sur l'argent, sur le mérite, sur ce que tu vaux, sortent de leur cachette. Antoine a découvert qu'il avait tendance à sous-facturer systématiquement. Chaque fois qu'il envoyait un devis, quelque chose en lui voulait baisser le prix. Pas parce que c'était trop cher, mais parce qu'il ne se sentait pas encore légitime, parce que quelque part, il attendait qu'on lui confirme que ce qu'il faisait avait de la valeur. Personne ne vient te confirmer ça, ou plutôt la confirmation vient, mais elle ne précède jamais la décision. Elle la suit. La troisième chose qui se passe, c'est que tu découvres qui tu es vraiment. La sécurité crée une identité de façade. Ton titre, ton entreprise, ton statut, ces éléments répondent à la question « Qui es-tu » à ta place, sans que tu aies à y réfléchir. Tu es ingénieur chez Télécom, tu es directrice marketing, tu es cadre. Ces étiquettes te donnent une place dans le monde social, une légitimité instantanée. Quand tu les retires, il reste quoi? Il reste toi, sans armure, sans titre, sans le confort de la reconnaissance institutionnelle. Et c'est inconfortable, profondément inconfortable. Parce que beaucoup de gens réalisent, dans cet espace nu, qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi à qui ils sont au-delà de ce qu'ils font. Mais c'est aussi là, précisément là, que quelque chose de vrai commence. Parce que quand tu n'as plus de structure externe pour te définir, tu es obligé de te construire de l'intérieur. Et cette construction intérieure, ce processus douloureux, lent, parfois chaotique, c'est le vrai travail de la liberté. La liberté n'est pas un état, c'est une pratique. Antoine a mis 8 mois avant de signer son premier client payant. 8 mois, pas 2 semaines comme dans les témoignages Instagram, pas 2 mois comme dans les publicités de formation en ligne. 8 mois de doute, d'ajustement, de pivot. 8 mois à vivre sur ses économies en regardant le chiffre descendre chaque semaine. Et puis ça s'est passé, pas de façon spectaculaire. Un artisan plombier à Lyon qui a dit oui. 190 € par mois, récurrent, ce n'était pas une fortune, mais c'était réel. Et surtout, c'était le sien, créé par lui, à partir de rien. Quelque chose a changé ce jour-là, pas seulement dans ses finances, dans sa façon de se percevoir, parce qu'il avait prouvé à lui-même que c'était possible. Et cette preuve, intérieure, expérimentée, vécue, est la chose la plus précieuse qui existe. Personne ne peut te donner cette preuve, tu dois la produire toi-même. Voilà ce que personne ne te dit sur la liberté financière. Elle ne ressemble pas à ce qu'on t'a vendu.
Elle ne ressemble pas à des matins sur une plage de Bali avec un ordinateur et un cocktail. Elle ne ressemble pas à des chiffres qui montent automatiquement pendant que tu dors. Dans un premier temps, elle ressemble à de l'inconfort, à de l'incertitude, à des nuits où tu calcules et recalcules, à des matins où tu doutes de tout. Et puis progressivement, elle ressemble à quelque chose d'autre. Elle ressemble à te réveiller le matin sans que quelqu'un d'autre décide de ton agenda. Elle ressemble à refuser un client qui ne te respecte pas, parce que tu peux te le permettre. Elle ressemble à te regarder dans le miroir et à savoir, au fond, que tu as fait le choix difficile, que tu ne t'es pas menti à toi-même. La sécurité te protège de la douleur du risque. La liberté te connecte à la douleur de la croissance. Ce sont deux types de douleurs radicalement différents. L'une t'anesthésie, l'autre te construit. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un échange la sécurité contre la liberté? D'abord, le vide, le psychisme qui résiste, les peurs qui remontent. Ensuite, la rencontre avec ses vraies croyances sur l'argent, souvent inconfortables, souvent limitantes, toujours révélatrices. Puis la reconstruction de l'identité, à partir de l'intérieur, sans les béquilles du titre et du statut. Et enfin, si la personne tient, si elle ajuste, si elle ne fuit pas, quelque chose de nouveau. Un rapport à l'argent qui n'est plus basé sur la peur, mais sur la valeur créée. Une autonomie qui ne se délègue plus. Une confiance qui vient de l'expérience, pas des promesses. Il y a quelque chose que tu dois comprendre avant de conclure. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Et il n'est pas pour n'importe quel moment de ta vie. Il existe des périodes où la sécurité n'est pas une lâcheté, c'est une stratégie. Il existe des contextes où consolider avant de sauter est la décision la plus intelligente qu'on puisse prendre. La question n'est pas « est-ce que la sécurité est mauvaise ?» La question est « est-ce que ta sécurité actuelle te sert ou t'empêche ?» Est-ce qu'elle est un socle depuis lequel tu construis quelque chose? Ou est-ce qu'elle est devenue une excuse que tu renouvelles chaque année pour ne pas faire le choix que tu sais, au fond, que tu dois faire? Tu as la réponse, tu l'as toujours eue. La vraie question n'est pas de savoir si tu peux te permettre de sauter, c'est de savoir combien de temps tu peux encore te permettre de ne pas le faire. Si ce sujet t'a parlé, si quelque chose en toi a reconnu l'histoire d'Antoine, même à moitié, laisse un commentaire. Je lis tout. Et si tu connais quelqu'un qui est au bord de ce choix en ce moment, partage ce contenu avec lui. Parfois, ce dont on a besoin n'est pas une réponse. C'est de savoir qu'on n'est pas seul à se poser la question. À la prochaine.